Bonjour, bienvenue. Donc je me présente, je suis Patrick Udelot, je suis directeur adjoint de l'Institut d'astrophysique et je suis très heureux de vous accueillir pour la dernière conférence de ce cycle qui a été organisé dans le cadre donc, de la Fête de la Science 2025. Et la conférence qui clôturera cette session, c'est donc présentée par Clément Ranck. Clément, il a passé sa thèse de doctorat en 2015 et ensuite il a effectué plusieurs postdocs à la NASA, ici, et puis à Heidelberg en Allemagne, avant d'être recruté comme maître de conférence en 2022. Et donc il travaille sur les exoplanètes, qui sont donc des systèmes de planètes qui orbitent autour d'autres étoiles que notre Soleil. Donc je vais lui laisser la parole et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci Patrick. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Pardon, j'ai une petite chose encore que j'oublie à chaque fois, c'est que les conférences et les questions sont filmées. Donc je préfère le dire s'il y a des personnes que ça gêne. Voilà. Il ne met pas du tout la pression. Hein. Donc les questions doivent être pertinentes, c'est ça que ça veut dire. Hein. Attention. Bon, bonjour, je suis très content d'être ici pour vous parler un petit peu d'exoplanètes. Alors, on ne va pas aller dans des détails sur la recherche la plus complexe. Je vais rester sur des notions de base, mais j'aimerais partager ce qui m'enthousiasme actuellement dans la recherche en exoplanètes. Et je voudrais commencer par cette vidéo. Est-ce que vous savez ce que c'est cette vidéo? C'est moi qui l'ai prise. Un peu étonnant, non? C'est une vidéo qui a été prise lundi dernier à l'Observatoire de Haute-Provence, à Saint-Michel-l'Observatoire. Et en fait, alors j'ai complètement oublié un laser. Vous voyez les deux messieurs à côté des drapeaux, là, à gauche et à droite de la petite plaque dorée. C'est deux prix Nobel, Michel Mayor et Didier Queloz, qui ont reçu un prix Nobel en 2019 pour la détection de la première exoplanète en orbite autour d'une étoile de type solaire. Ça a ouvert complètement un champ de recherche qui, avant, n'était pas vraiment scientifique. On pouvait l'imaginer, on lisait des BD, il y avait des planètes qui existaient autour d'autres étoiles, mais c'était de la fiction, c'est devenu scientifique. En 1995, en fait, un petit peu avant, on reviendra après là-dessus. Et actuellement, là vient juste de se terminer une conférence sur place, à la suite de cette cérémonie, où les chercheurs du monde entier, d'anciens collègues américains, étaient venus spécifiquement pour parler des dernières avancées sur les exoplanètes. Donc c'est une découverte. Voilà le télescope, ça s'est passé devant le télescope de 1,93 m, qui a été utilisé, qui est toujours utilisé pour observer, détecter et caractériser des planètes extrasolaires. Alors avant de partir et discuter des planètes extrasolaires, j'aime bien partir de là où on est, c'est-à-dire le système solaire. Alors le système solaire, vous le connaissez, je pense, avec des planètes telluriques très proches. Alors les distances ne sont pas du tout à l'échelle, les tailles le sont. Donc les planètes telluriques qui sont très proches de leur étoile, les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Alors moi j'aimerais vous poser quand même une question, parce qu'on va à l'école, on apprend des choses, mais c'est bien aussi de tenter des choses. Hein. Si je vous demande de classer ces planètes en différents types de planètes, vous diriez qu'il y en a une classe, deux classes, trois classes. Alors, qui vote pour une classe? Qui vote pour deux classes? Ah, il y en a qui sont allés à l'école, ils s'en souviennent. Qui vote pour trois classes? Oui, alors moi, je suis assez d'accord, en fait. Si je ne vais pas à l'école, je me dis, il y a des trucs tout petits, des planètes géantes énormes, et puis on a une espèce de classe intermédiaire, c'est Uranus et Neptune, qui sont des géantes glacées, qui sont des objets auxquels on s'intéresse particulièrement en ce moment, à cause de la détection de planètes extrasolaires. C'est, on pense, les planètes les plus abondantes, en fait, dans la Voie lactée. Alors, par contre, effectivement, parce qu'elles sont constituées elles ont été, on pense, formées un peu de la même manière que les planètes géantes, on les classe donc en deux catégories, la planète tellurique et planète géante. Alors, voilà une image un petit peu plus précise, donc des planètes telluriques, Jupiter et Saturne. Et alors là, je vais vous montrer, alors attendez, je le refais, je vais vous montrer en fait une animation, alors qui n'a rien à voir avec une simulation extrêmement rigoureuse faite en laboratoire, mais je l'aime beaucoup et vous allez comprendre un petit peu après dans ma présentation pourquoi je l'aime beaucoup.
Donc, il faut s'imaginer les planètes qui tournent autour du Soleil. On reviendra sur cette vidéo après. Ça, je pense que vous le savez. Notre Soleil est une étoile dans notre Voie lactée. La Voie lactée, c'est notre galaxie. On la voit très bien le soir d'été, comme ici, vous le voyez. Une autre manière de voir les choses, si on regarde tout le ciel d'un coup. Notre galaxie, c'est une galaxie parmi des centaines de milliards d'autres. Donc, si je résume, on vit dans un univers avec des centaines de milliards de galaxies. Chaque galaxie a des centaines de milliards d'étoiles. Et nous sommes dans la Voie lactée. Alors, évidemment, on est à l'intérieur. Ça, c'est une simulation. Si je vous demande où est-ce qu'on est dans la Voie lactée, est-ce que vous sauriez le dire? Ouais. Oui, alors c'est où? C'est par là, en fait, oui. Alors, vous êtes ici à peu près. Hein. Et puis, pour vous donner une idée de l'échelle de vitesse de rotation, à votre avis, depuis que les dinosaures ont disparu, on a fait quoi? Un tour, un demi-tour, un quart de tour de la... Comment? Un quart de tour. Alors du coup, en fait, le mouvement des planètes autour du Soleil, ce n'est pas simplement ce qu'on a l'habitude de voir et d'imaginer, c'est avec le Soleil au milieu, les planètes qui tournent autour. En fait, le Soleil aussi, lui, tourne autour du centre de la galaxie, au centre de la Voie lactée, donc, où il y a un trou noir supermassif. Et donc, il faudrait s'imaginer les choses un petit peu plus comme ça, le Soleil qui navigue. Alors, voilà pourquoi j'aime beaucoup cette vidéo qui a été faite, et les planètes qui suivent comme ça, dans un grand balai autour du centre de notre galaxie. Alors, revenons maintenant à cette idée de planète autour d'étoiles. Ça fait très longtemps qu'on pressent bien qu'il va y avoir, il y a des chances pour qu'il y ait des planètes autour d'autres étoiles. Déjà, Épicure, vous voyez, écrivait, il y a un nombre infini de mondes semblables au nôtre et un nombre infini de mondes différents. Et puis, Giordano Bruno, qui lui défendait l'héliocentrisme, qui écrivait « Il est donc d'innombrables soleils et un nombre infini de terres tournant autour de ces soleils, à l'instar des 7 terres, qu'on connaissait à l'époque, que nous voyons tourner autour du soleil, qui nous est proche. » Vous savez comment Giordano Bruno a terminé? Sur un bûcher brûlé vif. Comme quoi, en fait, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, en science, parfois, il y a des caps à passer qui sont issus de l'expérience, de réflexion aussi, de réflexion et de faits expérimentaux qui parfois bousculent beaucoup nos croyances. Et il est même dans la communauté scientifique elle-même parfois difficile de faire passer des nouvelles idées parce que les scientifiques sont humains et donc s'habituent à un certain nombre de faits, de descriptions et de modèles. Mais au bout d'un moment, par l'expérience, les allers-retours entre théorie et expérience, on arrive à passer des caps plus importants que d'autres. Alors, en quelle année a été découverte la première exoplanète? Attention, attention, je crois que je l'ai déjà dit. 95, alors évidemment, là, il y a un problème. En fait, il n'y a pas de problème. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est en 1992, en fait. Et donc, c'est une découverte. Donc, jusqu'en 1992, le système solaire, c'était le seul système connu. Et en 1992, je vous mets là, on partage aussi un peu à ce que c'est que la recherche au quotidien. Donc, vous voyez, une fois qu'on fait des découvertes, on les publie dans des journaux. C'est un petit peu austère, vous voyez, c'est en anglais, c'est comme ça. Mais c'est austère, mais la découverte est énorme. Wolfshan et Freil découvrent 2 planètes, non pas une, autour d'un pulsar. Un pulsar, c'est une étoile à neutrons, c'est-à-dire en fait ce qu'on pense être la fin de vie d'une étoile, si vous voulez, ce qui se passe après la mort d'une étoile. Et il découvre 2 objets de la taille d'une planète. Il dit qu'elles font à peu près 3 fois la masse de la Terre et elles sont à peu près à la moitié ou un peu moins de la moitié de la distance Terre-Soleil. Énorme comme découverte, non?
Alors, ils n'ont pas eu le prix Nobel. Je reviendrai un peu après peut-être pourquoi, en fait, Michel Mayor et Didier Queloz ont eu le prix Nobel. Parce que le prix Nobel, vous savez, c'est associé à une découverte, mais aussi aux conséquences de cette découverte. Cette découverte-là, elle a été faite sur le télescope Arecibo, à Puerto Rico. Vous avez vu peut-être des James Bond, je ne sais pas, mais il y en a un qui se passe là. Alors, en ce moment, il est abandonné depuis le Covid, principalement, qui n'est pas un télescope tel que vous l'imaginez certainement, vous, avec un miroir, un capteur CCD. Non, parce qu'on récolte ici des ondes radio. Et donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'échelle, vous avez des voitures en bas à droite, c'est gigantesque. Alors, la fameuse découverte de Michel Mayor et Didier Queloz en 1995, c'est celle-ci, une planète 51 Peg B qui tourne autour de son étoile. Et alors, si je reviens sur pourquoi ils ont eu le prix Nobel, en fait, cette planète qui est une planète géante, qui fait le tour de son étoile en quelques heures, je vous ai fait un schéma pour vous représenter en fait l'équivalent du système solaire et en dessous l'équivalent de 51 Peg B, cette exoplanète qui a été découverte par Michel Mayor et Didier Queloz. Vous remarquez, elle est extrêmement proche de son étoile. Elle fait le tour de son étoile en à peu près 12 heures. Vous imaginez un an qui dure 12 heures. C'est le premier Jupiter chaud, c'est-à-dire la première planète de la taille, de la masse de Jupiter, extrêmement proche de son étoile. Et à l'époque, on ne savait pas expliquer ça. Il y a même une anecdote, en fait, quand vous parlez à Michel Mayor et les gens qui étaient à la conférence où ils ont annoncé la découverte, ils vous racontent tous qu'à chaque pause, Michel Mayor allait voir ses collègues individuellement autour d'un café et il disait et tu penses qu'en fait, on peut trouver une planète au plus près à combien de son étoile? Et bien, il faisait ça comme ça, indépendamment. Alors, les gens répondaient. Puis, au bout d'un moment, au bout d'une semaine, quand même, ils se sont rendus compte qu'ils posaient la question la même à tout le monde. Et donc, ils se sont dit, attends, là, il y a quelque chose d'énorme. Oui, à l'époque, la théorie ne prévoyait pas, n'était pas capable d'expliquer pourquoi une telle planète pouvait exister. Et donc, ça a complètement remis à plat toutes les théories qui étaient basées sur quoi? Sur ce qu'on connaissait à l'époque, c'est-à-dire le système solaire. Et effectivement, dans le système solaire, Jupiter n'est pas très proche de son étoile, le Soleil. Alors, à l'époque, voilà, comment se forme une étoile, des planètes, quelle était l'image? Il y a des nébuleuses, des zones avec des nuages moléculaires gigantesques. C'est ce que vous voyez là, c'est magnifique. Je vous en montre une autre zone de formation d'étoiles. Ici, une image plus récente prise par le James Webb Telescope. En fait, ce que vous voyez là, c'est le début de vie, la formation en fait, d'une étoile. Au centre, vous voyez, il y a une espèce de zone opaque, vous voyez, qu'on pense être en fait un disque qui se forme avec l'étoile, qui est en train de se former. Elle n'a pas encore amorcé la fusion de l'hydrogène, elle n'est pas encore en train de briller, mais elle est en train d'accréter de la matière tout doucement. Et on peut imaginer que dans quelques temps, on pourra voir un disque de ce type-là, qu'on appelle un disque protoplanétaire. Ça, c'est une vraie image qu'on a prise d'un disque. On en a beaucoup maintenant avec ALMA. Vous voyez quoi? Vous voyez un disque, vous voyez en fait une zone au centre où l'étoile se forme, et puis des zones assez sombres autour qui forment des orbites où on ne voit pas en fait d'objets, mais oui, tu veux dire quelque chose? Ça pourrait être des futures planètes parce que les objets qui sont de petite taille encore nettoient en fait le long de l'orbite toute la poussière et le gaz. Alors voilà un peu l'image qu'on avait. On a un gros disque qui s'épaissit et puis on forme des cailloux au bout d'un moment. Puis ces cailloux deviennent de plus en plus gros. Et puis étant donné qu'en fait la majeure partie de la masse du disque est plutôt vers l'extérieur, on s'est dit à l'intérieur, proche de l'étoile, on forme des petites planètes parce qu'il y a moins de masse, moins de matière. Et puis là où il y a beaucoup plus de matière, on forme Jupiter, Saturne, des planètes beaucoup plus grosses. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc si je reviens sur cette découverte de Michel Mayor et Didier Queloz et sur les innombrables, maintenant, formes de disques qu'on observe,
En fait, on comprend qu'il y a énormément d'ingrédients à mettre ensemble pour comprendre la formation des planètes. Alors, il faut partir de la poussière pour former des particules un petit peu plus grosses. Donc ça prend à peu près 10 000 ans. Ensuite, on forme des planétésimaux. Comment est-ce qu'on passe de ces particules qui font quelques micromètres à des objets qui ne sont pas encore sphériques d'ailleurs, mais qui sont un peu plus gros, susceptibles de rentrer en collision et puis de commencer à accréter de la matière? Pour former à peu près quand l'objet commence à faire à peu près 500 km de diamètre, il devient sphérique. C'est ce qu'on commence à parler de protoplanètes. Ça prend à peu près 1 million d'années. Puis après, on considère que là, si la protoplanète est dans un endroit où il y a énormément de gaz, elle va accréter le gaz progressivement, et puis elle va former, du coup, des planètes géantes gazeuses, parce qu'elle aura accrété beaucoup de gaz. Puis, en fait, on se rend compte que dans ce processus, dans les disques, il y a beaucoup de collisions qui peuvent aboutir à des objets de taille planétaire qui pourraient former des planètes telluriques. Mais, et c'est le point clé aujourd'hui, on comprend que pour former des Jupiters, par exemple, de chauds, c'est-à-dire des Jupiters proches de leur étoile, en fait, il faut introduire un ingrédient important qui est la migration des planètes. On ne peut pas former un Jupiter proche de son étoile parce qu'il n'y a pas assez de matière, parce qu'il fait trop chaud, l'étoile est trop active et elle pousse en fait, les matériaux en fait, pour former la planète. Et donc du coup, en fait, il faut imaginer qu'elle se forme plus loin, et à cause soit d'impact, soit d'interaction entre les différentes planètes, il y en a qui vont migrer vers l'intérieur. Mais évidemment, s'il y en a qui migrent vers l'intérieur, vous allez me dire, il y en a qui migrent vers l'extérieur aussi. Oui, et il y en a qui migrent tellement vers l'extérieur qu'en fait, elles sont éjectées. Ça, c'est ce qu'on appelle les astres errants maintenant, on ne peut plus vraiment les appeler les planètes. Et aujourd'hui, là, les années qui viennent, ce sont ces objets qui vont probablement nous aider à passer un cap important dans la compréhension des formations de planètes, parce que les différents modèles qu'on a ne prédisent pas du tout le même nombre de planètes éjectées des systèmes. Et là, on va lancer, par exemple, le Nancy Grace Roman Space Telescope. Il y a une contribution française, c'est un satellite de la NASA qui va partir l'année prochaine, qui va être capable de donner cette réponse. Combien, en moyenne, de planètes on éjecte lors de la formation d'un système planétaire? Et on va pouvoir comparer à la théorie. Et alors évidemment, après, il y a plein de processus qui permettent de passer directement de la poussière à des protoplanètes d'une certaine manière. Tout ça est extrêmement compliqué parce qu'il y a énormément de physique. Vous utilisez de la chimie, de la mécanique quantique, la gravitation, et il faut, tel un chef d'orchestre, arriver à organiser tout de manière cohérente. Alors aujourd'hui, combien on connaît de planètes? À peu près 7000. En fait, j'ai moi-même du mal à vous répondre. Ça, c'est un bon signe, ça veut dire qu'on en a beaucoup. Parce que maintenant, on commence en fait à en connaître tellement et à les caractériser tellement plus finement qu'on commence à se poser la question de savoir, OK, mais alors du coup, une planète, jusqu'à quelle masse je peux parler de planète, etc., etc. Et donc, du coup, tout le monde n'est pas d'accord. C'est la communauté, c'est la beauté de la science. Et du coup, en fait, selon les définitions utilisées, on ne trouve pas forcément le même nombre de planètes, mais évidemment, on en a détecté des milliers. Alors, là, on va se mettre à l'aise tout de suite. Alors, à quoi ça sert d'étudier encore et d'en détecter encore? Une de plus, 7000, c'est bien. Non, la question, c'est laquelle? Lesquelles? Pour détecter, oui, lancer une mission pour détecter les mêmes planètes qu'on connaît déjà, oui, non, ce n'est pas forcément très intéressant, quoique on peut vérifier des choses dont on n'est pas sûr. Mais par contre, détecter des planètes qu'on n'était pas capable de détecter avant, ça, oui. Parce que j'aimerais bien savoir si on ne les a pas trouvées, par exemple, les planètes très éloignées de leur étoile, comme le sont actuellement les planètes de notre système solaire, parce que je n'étais pas capable de les détecter, ou parce qu'elles n'existent pas, en fait. Ça, c'est important.
Alors voilà, bon là, un petit historique. Vous voyez, en fonction des années, le nombre de détections a explosé. Et puis surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est que le lancement de satellites spatiaux a vraiment déclenché des grandes vagues de découvertes très importantes qui ont permis non pas seulement d'étudier finement certains objets et d'identifier certains systèmes d'intérêt où on cherche à les caractériser le plus finement, l'atmosphère, etc., mais aussi de faire des statistiques qui peuvent être comparées beaucoup plus facilement avec la théorie. Parce que la théorie, elle vous prédit quelque chose en moyenne. Ces planètes, elles sont où? Elles sont, alors si je représente encore la Voie lactée, elles sont un peu de partout, surtout très proches. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à détecter. Mais il y en a aussi, on en trouve même jusqu'au centre de la galaxie. Et là, vous voyez que ça y est, on commence à pouvoir se poser la question quelle est l'influence de l'activité galactique sur la formation des planètes? Toujours dans l'idée, j'aimerais savoir comment on forme des planètes et quels sont les environnements qui sont favorables non seulement à la formation de planètes, mais aussi à la formation de planètes qui pourraient potentiellement abriter la vie. Alors voilà, je vous remonte ça. La Terre est centrée en plein milieu du point jaune très très clair. Vous voyez cette espèce de cône. Là, je fais référence à la notion de biais observationnel. Alors, c'est pas parce que donc chaque point lumineux représente une étoile autour de laquelle on a trouvé une planète, d'accord? Et vous voyez que dans une direction, il y en a beaucoup. Ce n'est pas du tout parce qu'elles ne sont que par là, c'est parce qu'en fait, le satellite Kepler a observé dans cette direction-là. Et là, vous voyez la notion de biais. Ah oui, mais alors du coup, comment il faut que je généralise au reste du ciel? Et ça, il faut appliquer ce type de raisonnement pour tout ce qu'on fait. Et c'est le plus dur. Alors, un grand message que je veux vous passer, c'est que après 30 ans de découverte, ce qu'il faut retenir, c'est que la diversité des exoplanètes est extraordinaire. On a détecté des planètes qu'on ne pensait pas pouvoir exister. On a détecté finalement donc ce qu'on imagine exister, ce qu'on pensait ne pas pouvoir exister, et donc finalement la nature est bien plus riche que notre imagination. En un sens, y compris les systèmes avec des planètes qui tournent autour de deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, et une planète qui tourne autour d'une étoile, alors que cette étoile tourne aussi autour d'une autre étoile. Et la question qui se pose, c'est que dans ce diagramme où en fait chaque point représente une planète, vous voyez la masse, plus c'est haut, plus la planète est massive. Plus vous êtes sur la droite, plus elle est éloignée de son étoile. La zone bleue, en fait, c'est la zone du système exoplanétaire à partir de laquelle, si je vais plus loin, la glace peut exister. Si je suis en dessous, plus par là, eh bien, la glace se sublime, en fait, parce qu'on est trop près de l'étoile qui chauffe. Alors, c'est une zone très importante parce que on imagine bien que si à un endroit il y a de la glace qui peut exister, forcément je peux créer des collisions et je peux commencer à accréter. C'est beaucoup plus facile de former des objets gros à partir de choses solides qu'à partir de gaz. D'accord? Et donc, dans ce graphique, il y a des endroits où on voit qu'il y a beaucoup de points et des endroits où il n'y a pas beaucoup de points. Vous voyez, par exemple, j'ai mis désert ici, je vous en mets un deuxième là. Et donc, en fait, le travail de l'astrophysicien, là, il va être de dire, alors, qu'est-ce qui est dû aux limites de détection? Je ne suis pas capable, avec ma technologie, de détecter ces objets. C'est ce qui se passe, par exemple, ici. C'est pour ça qu'on envoie Roman. Et vous voyez que c'est dans une zone où on trouve nos planètes géantes du système solaire. Et puis, par contre, proche de l'étoile, en fait, là, on devrait les détecter. Ce n'est pas normal qu'il y ait une zone comme ça. Et en fait, on a compris pourquoi. C'est parce que la planète est tellement proche de son étoile, mais c'est des planètes massives qui sont des planètes géantes avec beaucoup de gaz, qu'en fait, le vent stellaire, l'irradiation stellaire, en fait, pousse la matière, et alors c'est un terme un peu impropre, mais en anglais on utilise ce terme, évapore la planète, si vous voulez, pousse la matière et arrache de la matière des couches d'atmosphère les plus hautes, et ça forme, alors ça c'est une image d'artiste, une espèce de queue de matière comme ça le long de l'orbite de la planète.
Et ça, on arrive à le détecter, on arrive à le voir. Ce n'est pas une comète là que vous voyez, c'est une planète qui est en train de perdre la moitié de sa masse progressivement, simplement parce qu'elle est trop proche de son étoile. Et donc, du coup, elle perd en masse, et donc on ne la trouve plus, en fait, elle ne peut pas exister avec la masse qu'elle avait initialement. Alors, comment trouve-t-on des planètes? Ces planètes, c'est ce que je vous avais promis d'aborder. Alors, est-ce que vous connaissez, j'imagine que vous en connaissez quand même, la méthode des transits. Alors, la méthode des transits, effectivement, c'est celle qui paraît la plus naturelle. En fait, qui a déjà vu une éclipse? Ici. Les chanceux. Alors là, je vous représente, effectivement, c'est une des méthodes. Là, ce n'est pas une exoplanète. Hein. Je regarde, vous voyez le Soleil, en fait, et vous voyez le transit de Mercure le 9 mai 2016. Alors, c'est une superposition de plusieurs images. Hein. En fait, ce que vous voyez, le point noir, c'est Mercure à différents instants qui traverse toute la surface du Soleil. Alors, ça, c'est vraiment intéressant comme méthode parce que, bon, on peut faire la même chose en pointant vers une étoile très éloignée. Évidemment, comme il y a quelque chose, un petit disque donc de la planète qui occulte une toute petite partie de l'étoile, eh ben, il y a un petit peu moins de lumière qui nous parvient. Donc, du coup, la luminosité diminue un petit peu. Et puis ça, de façon périodique, puisque la planète fait le tour et puis revient devant son étoile régulièrement. Donc ça, c'est ce qu'on utilise. Mais alors, c'est pas mal parce que, regardez, ce qu'on observe dépend de la taille relative de la planète et de l'étoile. Ça, vous pouvez le comprendre en regardant le transit de Vénus en 2012. Vous voyez, alors la taille du Soleil est à peu près la même, la couleur est très légèrement différente. Et vous voyez la différence de taille? Ben, Vénus, effectivement, occulte un peu plus le disque stellaire, le disque de notre étoile, et donc quelqu'un qui observerait de très 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 loin verrait effectivement une diminution de luminosité plus importante lorsque Vénus passe devant. Effectivement, Vénus est beaucoup plus grande que Mercure. Donc, en résumé, voilà ce qui se passe lors d'un transit. Vous avez une petite planète à droite, une grande planète à gauche. On observe en direction de l'étoile. Il y a une chute de luminosité qui est périodique. Ça nous permet de détecter des planètes. Si le système est multiple, souvent les systèmes donc, sont coplanaires, alors on détecte en fait des transits dans le transit. Et on peut comme ça, alors après, raffiner la méthode de plus en plus. Alors pourquoi? Donc là, vous voyez, première planète, une deuxième, une troisième, dans le transit de la deuxième. Et là, je ne sais pas, je vous invite à regarder de l'autre côté, lorsque juste avant que les planètes disparaissent, c'est ce qu'on appelle le transit secondaire, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vais la remettre. En fait, quand la planète, il y a deux moments intéressants. Lorsque la planète passe devant l'étoile, elle occulte l'étoile. Et puis, lorsque la planète va passer derrière son étoile, en fait, l'étoile éclaire. On voit le côté jour de la planète. Et donc, on a de la lumière qui vient de l'étoile, de la planète. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant, ça? Et c'est pour ça que je voulais vous parler de la méthode des transits. Si je reviens sur l'image de Vénus, regardez. Pourquoi on voit ça? C'est l'atmosphère. Vous êtes en train de regarder, là, une sorte de coucher de soleil sur Vénus. Effectivement, c'est une méthode qui est particulièrement intéressante parce que la lumière de l'étoile traverse une fine couche d'atmosphère si la planète a une atmosphère. Et vous savez bien que sur Terre, le ciel est bleu. Le ciel est bleu parce qu'on a une atmosphère, d'accord? La couleur dépend en fait de la composition de l'atmosphère. Et ça, c'est quelque chose dont vous avez l'habitude. Si ça, c'est mon étoile, que je fais traverser la lumière dans un milieu, qu'est-ce qu'on constate? Là, vous voyez quoi comme couleur? La lumière là est blanche.
si je fais traverser la lumière dans un milieu, ici j'ai mis un peu d'eau, un peu de lait qui reproduit le type de diffusion qui se passe dans les atmosphères, vous observez une lumière quoi un petit peu légèrement bleutée, et puis surtout, alors on ne le voit pas très bien, vous voyez un coucher de soleil. La lumière bleue est diffusée sur le côté, elle est même polarisée. Et puis, au bout d'un moment, il y a de moins en moins de bleu, puisque la lumière blanche qui était au départ, qui contenait tout le spectre, le bleu est progressivement en fait, diffusé sur les côtés, donc la lumière contient de moins en moins de bleu, et puis si l'épaisseur en fait, du milieu ou de l'atmosphère devient suffisamment grande, eh bien, on obtient quelque chose, de la lumière qui a moins de bleu, c'est-à-dire plus jaune-orangé. C'est ce qui se passe lors d'un coucher de soleil. Évidemment, les couleurs dépendent fortement des molécules qui sont dans l'atmosphère, et c'est comme ça qu'on arrive à détecter et à caractériser en fait, les atmosphères. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la couleur de l'étoile avant le transit, pendant le transit, et on va lancer bientôt donc la mission, enfin bientôt à la fin, en 2029, donc Ariel, qui est un satellite sur lequel on travaille beaucoup à l'IAP, qui aura pour but justement de caractériser cette atmosphère finement, mais surtout ce qu'elle sera capable de faire, parce que ce que le satellite sera capable de faire, et on le conçoit pour ça, c'est non seulement d'observer ce qui se passe en transmission, c'est ce que vous voyez là, le coucher de soleil, ça on y arrive, c'est très très dur, mais on y arrive, mais aussi essayer de détecter la partie émission, c'est cette partie-là, juste avant que la planète passe derrière son étoile. Et ça, c'est très très dur parce que la luminosité réfléchie par la planète est très très faible par rapport à la luminosité de l'étoile. Alors, grâce à cette méthode, on arrive à trouver, on trouve les planètes qui sont en jaune orangé, c'est-à-dire plutôt proches de l'étoile, et plutôt massive. Et puis, elle permet évidemment donc de détecter des atmosphères. Donc, on a détecté déjà de l'ammoniac, de l'eau, donc des molécules, rien encore qui permettent de dire de manière univoque qu'il existe de la vie sur une autre planète. Mais évidemment, l'exobiologie s'intéresse beaucoup en fait, à la détection de la composition de l'atmosphère, à la caractérisation de la composition de l'atmosphère. Alors, quelle autre méthode connaissez-vous ? Les lentilles gravitationnelles, bonne réponse, parce que ça, c'est mon dada. Donc, j'ai jusqu'à quelle heure ? J'ai encore jusqu'à demain matin, parce que c'est très bien, parce que j'ai prévu pour 2 heures, donc c'est très bien. Alors, du coup, la méthode des vitesses radiales, peut-être rapidement, qui est quand même celle qui a été utilisée et qui a permis la détection de 51 Pegg-B, qui est l'exoplanète qui a donné le prix Nobel à Michel Mayor et Didier Queloz. Alors là, c'est une méthode qui utilise l'effet Doppler. L'effet Doppler, vous avez, je pense, déjà expérimenté. Vous entendez une voiture dans la rue, ça fait n'est-ce pas ? C'est l'effet Doppler. Vous avez un changement, en fait, vous savez, de son qui passe de l'aigu au grave. Et donc, si je voulais vous le reproduire ici, vous allez me dire si ça marche. Désolé si c'est un peu désagréable. Vous allez me dire si ça marche. Hein. Vous entendez ? Une petite variation ? Alors, comment ? Alors, du coup, la question qui se pose à ce stade, c'est d'accord, ça c'est le principe général, c'est propre au phénomène ondulatoire. On fait la même chose avec la lumière, très bien, mais en fait, pourquoi en fait, l'étoile, elle bougerait comme ça en fait ? Alors,
un système étoile et planète. Vous avez une étoile, une planète. On dit souvent que la planète tourne autour de son étoile. Mais c'est un petit peu simplifié. En fait, la planète a aussi une influence sur l'étoile. Et c'est plutôt la planète et l'étoile qui tournent autour de son centre de gravité. Le centre de gravité, vous connaissez. Hein, si je mets mes doigts comme ça, que je les rapproche, en fait, mes deux doigts vont converger vers le centre de gravité. C'est le point, le point, comme j'ai deux doigts, qui permet d'avoir la baguette en équilibre. Une autre manière de voir les choses, c'est que si je lance la baguette et que je la fais tourner, regardez non pas la vitesse de rotation, mais regardez par rapport à quoi elle tourne. Elle tournait par rapport à où? Vous l'avez vu tourner comme ça ou vous l'avez vu? Ouais. Par rapport au centre, qui est le centre de gravité. Si je prends ça, bon, là, la masse est plutôt ici et que je la fais tourner, vous allez me dire si vous observez la même chose. Non. Ça tournait plus autour d'ici, qui est effectivement la zone la plus lourde, et en fait, le centre de gravité est là. Il se passe la même chose pour un système planète-étoile. Et donc, étant donné que vous avez cette variation en fait, de hauteur de son, eh bien, il se passe exactement la même chose avec la couleur. Donc, ce qui caractérise en fait le côté grave ou aigu du son, c'est la fréquence. Et la lumière est caractérisée aussi par une fréquence ou une longueur d'onde. Les deux sont reliés. C'est ce qui fait la couleur. Donc, nous, on a un capteur, on a deux capteurs, qui est un pour les ondes, un capteur sonore, on va dire, c'est les oreilles, qui sont sensibles en fait aux vibrations et à la fréquence effectivement des vibrations dans l'air, c'est le son. Et puis les yeux qui détectent les ondes électromagnétiques et qui ont des détecteurs justement pour reconstruire, qui permettent de reconstruire la couleur à partir de la longueur d'onde et de la fréquence de l'onde qu'on reçoit. Donc l'analogue en fait du côté grave de la fréquence du son, c'est la couleur pour la lumière. Et donc si vous avez un système comme ça, vous avez une étoile en fait qui tourne autour du centre de gravité du système, et bien périodiquement la couleur de l'étoile va être légèrement plus bleutée quand elle vient vers nous et légèrement plus rouge lorsqu'elle s'éloigne de nous. C'est l'effet Doppler. Et ça, c'est périodique. Et c'est comme ça qu'on détecte, qu'on peut détecter des planètes. On voit une petite variation de couleur et donc on en déduit que quelque chose tourne autour. Alors, pour être tout à fait précis, ce n'est pas exactement la couleur. La couleur, c'est un peu vague. Hein. En fait, ce qu'on observe, on pourrait faire l'expérience même cet après-midi, c'est que dans l'étoile, il y a des éléments, des molécules, des atomes qui absorbent certaines couleurs. Ça fait des raies d'absorption. C'est ce que vous observez ici. Vous voyez, en fait, il faut vous imaginer que ce n'est pas coloré, mais que vous avez l'arc-en-ciel, en fait, toutes les couleurs représentées horizontalement. Et vous voyez ces zones très noires. Ben, ces zones très noires, c'est des couleurs qui sont absentes du spectre de l'étoile. Et en fait, ces couleurs absentes en fait, changent de longueur d'onde régulièrement, exactement comme vous l'avez entendu avec le haut-parleur. Alors, je voudrais faire une expérience. Je vais vous... On va imaginer qu'il y a une exoplanète qui tourne autour de ce haut-parleur. Et vous allez être les scientifiques qui allez détecter l'exoplanète. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire écouter à 3 reprises, en fait, ce que vous entendez lorsque je me rapproche de vous, puis à 3 reprises lorsque je m'éloigne de vous. OK ? Écoutez bien. Vous avez entendu quelque chose ? Encore. Encore. Alors maintenant, je fais l'inverse. Vous entendez une petite variation? Alors maintenant, fermez les yeux. Et je vais vous demander de deviner. On ne triche pas. Je vais le faire 3 fois. N'ouvrez pas les yeux.
Alors, attention. Première fois. Je vais recommencer. Deuxième fois. Je vais bientôt faire la troisième fois. Maintenant. Vous pouvez rouvrir les yeux. Alors, qui pense que je suis allé vers vous? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, vos 18 à peu près. Qui pense l'inverse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah bah c'est sympa. Pourquoi je vous ai fait faire ça? Vous allez comprendre. Ça, c'est ce qu'on obtient quand on fait une mesure de vitesse radiale, donc d'effet Doppler, de décalage de couleur, peu importe le détail des axes. Vous voyez chaque point, vous avez un point et puis vous avez une incertitude. D'accord? Ben, l'incertitude, quand nous, on fait des mesures, c'est exactement ce qu'elle symbolise. Vous avez une mesure, alors là, je dirais que bon, il y a un vote de plus pour 18, donc je dirais que c'est plutôt vers vous, mais l'incertitude est énorme. OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, quand on fait ces expériences-là, bah, on a aussi une incertitude, mais on n'a pas la réponse. Alors, vous voulez savoir finalement qui avait raison? Non? Oui? Bah, je ne vous le dirai pas. Je ne vous le dirai pas pourquoi, parce que c'est exactement ce qui se passe pour nous. On fait des mesures, on a une certaine incertitude, on pense avoir compris ce qui se passait, et il n'y a personne pour nous dire ce qu'est la réalité. Par contre, parfois on est frustré, on a envie d'en savoir plus, et on sait comment. Il faut concevoir une expérience plus astucieuse. Et donc il y a des ingénieurs, des astrophysiciens, tout le monde s'y met pour essayer de concevoir un instrument meilleur ou bien imaginer une autre expérience qui pourrait nous permettre d'avancer et d'avoir la réponse par un autre biais. C'est notre travail de tous les jours. Alors, cette méthode des vitesses radiales, elle permet d'observer, de détecter les planètes qui sont bleues, vous voyez, donc plutôt de faible masse proche de son étoile ou de plus grande masse, plus éloignée de l'étoile. Vous avez la Terre qui est par ici. Je vous ai mis les planètes où se placent dans ce diagramme les planètes du système solaire pour pouvoir comparer. C'est une méthode ancienne, une méthode un peu reine. C'est celle qui a donné le prix Nobel. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que si vous combinez pour la même planète l'observation d'un transit et de vitesse radiale, vous arrivez à mesurer à la fois la taille de la planète, mais aussi sa masse, et donc vous avez sa densité. Et la densité, c'est très intéressant parce qu'un gaz est beaucoup moins dense que du carbone, du fer, et donc ça permet d'avoir une bonne idée de la composition de la planète, si elle est plutôt tellurique ou pas. Alors je vais sauter l'imagerie directe parce que j'ai vu que quelqu'un m'avait demandé de parler de micro-lentilles gravitationnelles, et comme c'est mon dada, je vais me faire plaisir. Alors une méthode que vous connaissez peut-être pas, qui permet de détecter des planètes extrasolaires, c'est effectivement la méthode des micro-lentilles gravitationnelles. C'est donc à l'Institut d'astrophysique de Paris, on travaille en vitesse radiale, en transit et en micro-lentilles gravitationnelles. C'est un des rares instituts au monde, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup, où on a toutes ces compétences-là. Alors, les micro-lentilles gravitationnelles, pour comprendre ce que c'est, il faut revenir en 1936. Tout est parti de là, de ce carnet, en fait, où vous voyez l'écriture d'Einstein. Einstein, vous l'avez en haut à gauche, avec Elsa, sa femme. En 1936, ce n'était pas une très très bonne année.
parce qu'il va perdre Elsa pas longtemps après, si je me souviens bien. Einstein n'est pas au meilleur de sa forme. Et je vous ai mis Rudi Mendel en bas à gauche, qui est un homme vraiment qui va avoir en fait un destin totalement extraordinaire et qui va jouer un rôle primordial dans l'élaboration de la méthode des microlentilles gravitationnelles. Rudi Mendel, c'est un homme qui est né en Tchécoslovaquie, qui va être enrôlé dans l'armée autrichienne pendant la Première Guerre mondiale. Il va être fait prisonnier, il va être envoyé en Sibérie, il va arriver à s'échapper, il rentre, il fait des études d'ingénieur, il obtient un diplôme d'ingénieur en 1919, puis il commence à voyager d'abord en Amérique du Sud, puis en Allemagne, il finit aux États-Unis, à Washington, D.C. Il est passionné de sciences, il continue à lire des revues de vulgarisation, il entend parler de la relativité restreinte et générale d'Einstein. C'est difficile, donc il comprend un peu l'essence de la chose, mais il n'est pas forcément capable de faire les calculs, quoi. Et il lui vient une intuition qu'il se passe quelque chose, il doit se passer quelque chose d'intéressant lorsque deux étoiles s'alignent. Alors, deux étoiles s'alignent, oui, de la lumière plus de la lumière, ça fait plus de lumière. Mais lui, il pense qu'il se passe quelque chose de plus complexe, conséquence de la relativité générale d'Einstein. Alors, il écrit à Einstein, il essaie de discuter avec des scientifiques, ça ne donne rien. Et il est tellement persuadé d'avoir touché du doigt quelque chose d'important qu'il écrit finalement à Science Newsletter, je crois à New York, qui est une revue plutôt de vulgarisation, qui lit ses idées et qui disent bon, ça me paraît intéressant, mais on n'est pas apte à juger. Donc, c'est Science Newsletter qui envoie les idées à Einstein et puis qui dit vous ne voulez pas en fait vous rencontrer parce que nous, on n'est pas capable vraiment de dire à quel point c'est pertinent ou pas. Et croyez-moi ou pas, la rencontre se fait. Payé par Science Newsletter. Donc Rudi Mendel va à Princeton rencontrer Einstein. Il rencontre Einstein, ils ont une discussion. À cette occasion-là, ils font ces calculs, qui sont l'acte de naissance des microlentilles gravitationnelles. Et puis, bon, ils se séparent, et puis Rudi Mendel n'entend plus parler d'Einstein, rien n'est publié, lui, ça le perturbe, il ne comprend pas pourquoi. Plusieurs mois après, alors il déménage à New York, puis plusieurs mois après, il réécrit à Science Newsletter en disant, mais alors finalement, il va publier quelque chose ou pas, il faut le faire. Science Newsletter recontacte en fait Einstein, bon. 1936, Einstein dit, bon, d'accord, je publie. Il publie dans Science, cette fois-ci une revue destinée aux scientifiques. Cet article, très court, il est un peu plus long que ça, mais il est globalement très court, qui donne l'impression que ça a été un petit peu bâclé, vous voyez, ou en tout cas ça a été fait rapidement. Et il écrit, donc il fait les calculs, il les publie, et puis il écrit, vous voyez, therefore there is no great chance of observing this phenomenon. Ça veut dire, bon, enfin, il n'y a pas grande chance de toute façon d'observer ce phénomène, et puis de manière privée, il répond à Science Newsletter, ça on en a la trace. Il dit, bon, ben voilà, je l'ai publié, ça n'a aucun intérêt, mais ça a très peu d'intérêt, mais ça rendra le pauvre homme heureux. Dans les années 90, on prend une photo, ça, ce que vous voyez, c'est une vidéo en direction du bulbe galactique. Chaque gros point, c'est une ou plusieurs étoiles. Vous voyez ces petits flashs? C'est des effets de lentilles gravitationnelles dans notre Voie lactée, au sein de notre Voie lactée, exactement des effets de micro-lentilles gravitationnelles tels qu'ils ont été prédits dans l'article de 1936. Alors évidemment, à l'époque, il ne faut pas jeter la pierre à Einstein, à l'époque, on n'avait pas la capacité technologique, évidemment, pour les observer. C'est pour ça qu'Einstein, à juste titre, disait bon, bah, de toute façon, il y a très peu de chances d'observer ce phénomène. Pourquoi? Parce que pour l'observer, il faut que les deux étoiles soient quasiment parfaitement alignées.
Quelle est la probabilité? 1 sur 1 million. 1 sur 1 million, c'est très faible. Et là, un autre génie, Bohdan Paczynski, à Princeton, essaie de convaincre ses collègues de développer des télescopes à grand champ avec donc des très grosses caméras CCD. Et ses collègues sont assez dubitatifs et ils disent oui, la probabilité est très faible, mais si vous observez des millions, des centaines de millions d'étoiles toutes les nuits, alors on devrait en observer. Et donc, on continue aujourd'hui à faire ces observations. Donc le principe, il est représenté là. Lorsqu'une étoile au centre de la galaxie devient alignée avec une étoile, est quasiment alignée avec une étoile du bras, d'un bras spiral, vous avez cet effet de loupe gravitationnelle qui se produit. Et chose intéressante, c'est que si l'étoile qui est au centre, qu'on appelle la lentille, on l'appelle la lentille simplement parce qu'elle dévie les rayons lumineux. Je ne sais pas si vous avez vu l'expérience en bas avec la toile. On vous montrait ça en fait aussi. Eh bien, on l'appelle donc la lentille. Si la lentille possède une planète, eh bien, en fait, on observe ça. Regardez en haut à droite. Vous voyez un premier flash, un deuxième flash, un troisième plus faible, et puis la luminosité redescend sur une échelle d'à peu près 1 mois. Alors attention, je vais être bien clair, là on n'est pas en train de dire oui, 2 étoiles, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a de la lumière, plus de la lumière, ça fait encore plus de lumière. Non, là on parle de facteurs d'amplification de la lumière de l'étoile lointaine de 1000, de 100, de 10. On amplifie 1000 fois la lumière provenant de l'étoile d'arrière-plan. Et ça, c'est extraordinaire parce que, en fait, cette étoile-là, ce système planétaire, cette planète peut tourner autour d'une étoile de très faible masse, la moitié de la masse du Soleil, même 0,2 fois la masse du Soleil, presque un dixième même de la masse du Soleil, on arriverait quand même à détecter ces flashs. Et comme c'est de la physique hautement non linéaire, en fait, la forme de ces flashs dépend très finement de la physique de la lentille. Donc, est-ce qu'il y a une planète? Quelle est la masse de la planète par rapport à l'étoile, etc. Physique non linéaire, ça veut dire si je change un tout petit peu un paramètre de la lentille, donc du système planétaire, un tout petit peu. C'est plus la taille de la masse de la Terre, mais c'est 2 fois la masse de la Terre ou 1,5 fois la masse de la Terre. Ça ne change pas grand-chose par rapport à la masse de Jupiter. Mais en fait, j'observe quelque chose de totalement différent. Et ça, c'est fabuleux parce qu'on l'utilise du coup pour détecter des planètes qui sont à des distances qui font que la luminosité de l'étoile ne nous permettrait pas en fait de détecter ces planètes par un autre moyen. Alors c'est ce que le satellite Nancy Grace Roman Space Telescope, qui sera envoyé l'année prochaine, fera couramment pour compléter notre vision, notre appréhension de la diversité des planètes. Voilà à quoi ressemble une courbe de micro-lentille. Ça dure à peu près 1 mois, vous voyez cette amplification, et donc du coup il faut se coordonner. Et donc tous les points que vous voyez, en fait, c'est des endroits dans le monde où il y a des télescopes, on est plusieurs collaborations, et on se coordonne pour qu'en permanence, on observe en direction du bulbe galactique. Donc quand c'est le jour pour l'un, l'autre continent prend la suite, etc., pour reconstruire les courbes d'amplification de lumière. Alors, je vais terminer, je crois qu'on s'approche de la fin. Alors, comme je voulais vous parler d'exoplanètes, mais je voulais aussi vous parler un peu de la vie aussi des chercheurs, des émotions qu'on peut avoir face aux découvertes, je veux dire scientifiques. Alors bon, là, vous voyez que parfois on est amené à voyager, on fait des observations, ça c'était en Afrique du Sud, vous voyez. La première fois que je suis allé observer, j'ai pris cette photo, vous voyez, c'était le seul lien qu'on avait avec la civilisation en Afrique du Sud. Et alors, parfois, on croit que, ah oui, les observatoires, tout est hyper moderne. Alors, je peux vous garantir, moi, dans mon télescope, d'abord, il faisait très froid. Deuxièmement, en plus, on ne peut pas allumer le chauffage parce que ça perturbe l'atmosphère. Donc, du coup, on a des observations
moins bonne. Alors, c'est magnifique, hein, c'est fabuleux, c'est très beau, mais on travaille, donc il faut rester concentré. Et puis, le débit. Alors, donc on prenait des données, on les traitait et on l'envoyait le soir même, là, 15 minutes après avoir été prises. Donc, ces données ont été envoyées à Paris, en l'occurrence, par par ces antennes. Voilà à quoi ressemblait le télescope de 1 mètre. Et les micro-lentilles gravitationnelles, c'est les planètes trouvées par micro-lentilles gravitationnelles, ce sont les points rouges dans cette zone au-delà de la ligne des glaces, c'est-à-dire qu'en fait, ces planètes, ce qu'on appelle les planètes froides, parce qu'elles sont éloignées justement de leur étoile, où on pense que les planètes géantes se forment. Ce sont les planètes aussi qui sont que vous voyez en fait, donc le système solaire est au centre du point jaune là, ce sont toutes les planètes qu'on trouve jusqu'au centre de la galaxie, sans surprise, parce que ces planètes en fait tournent autour d'étoiles qui sont trop éloignées pour qu'on perçoive vraiment la luminosité de l'étoile autour de laquelle tournent ces planètes, mais grâce à cette méthode, on n'a pas besoin de détecter de lumière provenant de l'étoile haute. Pour détecter la planète. Voilà, je vais terminer avec cette belle image de formation, stellaire en vous disant que je ne peux pas vous montrer d'image encore, mais on a obtenu avec le satellite Euclide, donc c'est une mission spatiale de l'ESA dans laquelle l'IAP est très impliquée, des observations qui permettront, combinées au satellite Roman qui va être lancé l'année prochaine par la NASA, de détecter des milliers de nouvelles exoplanètes dans cette zone où en fait on en a détecté très très peu, et enfin savoir si elles existent ou si en fait il n'y en a pas, et il faudra l'expliquer. Ça permettra également de détecter des planètes errantes, les planètes qui ont été éjectées de leur système, et d'être capable de dire combien il y en a. Est-ce qu'il y en a plutôt une planète par étoile éjectée lors de la formation planétaire, ou plutôt 5, ou plutôt 10? Et ça intéresse beaucoup les théoriciens parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord sur les prédictions du nombre de planètes qui sont éjectées au cours de la formation. Et avant de vous laisser, je vais terminer sur quelques moments forts vécus, alors c'est 5 plus dernières années, parce que, bon, au quotidien, on fait des choses, on analyse des données, moi je suis maître de conférence, donc la moitié du temps j'enseigne aussi, et puis il y a quand même des moments où on a l'impression qu'on fait un peu plus, où on participe, disons, à une petite avancée quand même dans un domaine. Alors, à l'IAP, il y a eu un moment, donc ces dernières années, Arnaud Cassin a montré qu'il existait en moyenne plus d'une planète par étoile de la Voie lactée. Avant, on n'avait pas un chiffre pour ça. Et on a utilisé les micro-lentilles gravitationnelles pour arriver à ça. C'est un moment, c'est quand même émouvant d'arriver à le démontrer. À l'IAP, on travaille aussi beaucoup sur les comètes et les exocomètes. Et alors, je suis sûr que vous n'êtes pas tous au courant du fait qu'on a détecté des comètes autour d'étoiles autres que le Soleil, donc des exocomètes, avant de détecter la première exoplanète. C'était en 1987. Alors, récemment, à l'IAP, on a montré qu'il existait 2 grandes familles de comètes dans des systèmes exoplanétaires, chacune reliée à une origine différente. Et c'est particulièrement intéressant parce qu'on sait que les comètes jouent un rôle important dans l'apport de l'eau sur les planètes telluriques. On ne pourrait pas trouver de l'eau, a priori, aussi proche du Soleil si les planètes telluriques se formaient à une unité astronomique du Soleil. On sait que probablement l'eau a été apportée par des comètes qui sont venues de la partie externe du système solaire. Et donc mieux comprendre la formation des exocomètes, les types d'exocomètes, ça permet de mieux comprendre la formation des systèmes planétaires. Il n'y a pas longtemps, en micro-lentilles, on a montré que les planètes, on a trouvé des planètes sur une orbite
à peu près la même orbite que Jupiter, avait survécu à la mort de son étoile. Ça, c'est une découverte. Donc, on a trouvé cette planète en orbite autour d'une étoile morte, en fait, une naine blanche. Ça, c'est intéressant parce qu'on ne pensait pas que les planètes pouvaient survivre aussi proche de son étoile à la fin de vie d'une étoile. Donc ça, c'est quelque chose d'assez remarquable à comprendre, encore une fois. Et puis, plus personnellement, vous voyez là, alors pour vous, c'est peut-être juste une grosse patate orange. Pour moi, c'est la première fois qu'on observe des arcs au cours d'un événement de micro-lentille gravitationnelle. Je ne vous ai pas tout dit sur les événements de micro-lentille gravitationnelle. En fait, la raison pour laquelle on voit ces flashs, c'est parce qu'il existe des images, des mirages en fait, gravitationnels, c'est-à-dire au lieu de voir l'étoile d'arrière-plan comme un point, on la voit comme une image multiple, c'est-à-dire on la voit en double, ou même on la voit en triple, s'il y a une planète autour de la lentille, en triple ou en 5 fois, et complètement déformée. Alors la raison pour laquelle on ne les voit pas vraiment en triple ou en 5 fois, c'est que ces 5 petites images de l'étoile d'arrière-plan, elles sont tellement proches les unes des autres qu'on n'arrive pas à les séparer. On n'a pas le pouvoir de résolution. Sauf qu'en utilisant astucieusement la lumière, en utilisant l'interférométrie, sur des télescopes au Chili, en combinant de la lumière provenant de 4 télescopes différents, on arrive en fait à augmenter le pouvoir de résolution et à voir beaucoup plus finement ce qu'il y a à l'intérieur du point blanc que je vous ai montré, dans lequel vous voyez un flash. Et bien, ça ressemble un peu à ça. Et donc, c'est la première fois qu'on le voyait. Et vous le voyez à 2 instants différents, le 12 juillet et le 19 juillet. Et vous voyez qu'en fait, la forme là a complètement tourné. Et si vous faites le calcul de l'angle de rotation, ça correspond exactement à la prédiction de la théorie. Vous prenez les équations de la relativité générale, vous linéarisez, vous faites le calcul et vous trouvez exactement ça, pour les propriétés de la lentille qu'on connaissait. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu... quand on fait le calcul, je me revois dans le bureau, et qu'on trouve ça, ben c'est un peu... c'est chouette. On se dit qu'on est content de se lever le matin et d'être payé pour ça. Voilà, je vous remercie et je m'arrête là. On a le temps pour quelques questions. Bonsoir, c'est pas une question, c'est une réflexion. Je suis étonnée par le caractère assez récent de la découverte des exoplanètes ou de la démonstration de leur existence par rapport à d'autres phénomènes qu'on a découverts et vus qui me semblent beaucoup plus lointains, complexes, trous noirs, autres galaxies, etc. Pourquoi on ne les a pas trouvés avant, ces exoplanètes ? Parce que la perturbation, donc on les détecte de manière indirecte à chaque fois, hein, soit par le mouvement qu'elle induit autour de l'étoile, soit par une fluctuation en fait d'intensité lumineuse qui vient de son étoile, pareil, et on parle de perturbations qui sont infimes en fait, 1%, moins de 1%. Donc, sauf en micro-lentille gravitationnelle, mais le défi était autre. C'était d'arriver à observer un très grand nombre d'étoiles très régulièrement pour pouvoir voir cet effet de flash. Donc il faut plusieurs points chaque nuit, plusieurs observations, ou au moins une observation par nuit pour voir ça. Donc par rapport à d'autres phénomènes, c'est qu'une question de... pareil, si on prend la détection de la première exoplanète, donc 51 Pec B autour d'une étoile solaire,
Ça vient après plus de 10 ans d'efforts. Alors, donc, il y avait un instrument, ce qu'on appelle un spectrographe. Il y avait Coralie d'abord. Et donc, il y avait des détections d'étoiles, donc utilisant exactement le même principe, hein, d'étoiles binaires, c'est-à-dire d'une étoile qui tourne l'une autour de l'autre. Le problème, c'est que pour détecter de la même manière une planète, il fallait arriver à des... Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques de nombre, mais il fallait il fallait multiplier par 100 la précision. Et ça, c'était très difficile, juste pour vous donner une idée. Parmi les choses qui comptent, donc un spectromètre, là, moi j'ai vu Sophie, donc, qui est utilisé actuellement, donc c'est un instrument, donc en gros, qui fait comme un prisme, hein. Vous avez de la lumière qui arrive, et puis qui décompose la lumière, d'accord, hein, c'est entre guillemets seulement ça. C'est dans une pièce qui fait à peu près cette taille-là, jusqu'au mur. Et pour arriver à détecter des planètes, donc typiquement la masse de Jupiter, un petit peu moins de la masse, donc la moitié de la masse de Jupiter par exemple, à une distance disons de 0,5 unités astronomiques, ben, il faut que l'enceinte soit contrôlée en température parfaitement. Il faut que donc, les vibrations du sol étaient un problème, donc il faut mettre l'instrument sur un dispositif particulier. Pour vous donner une idée, pendant longtemps, un élément problématique, c'était qu'il n'arrivait pas à contrôler suffisamment bien la température du capteur. C'était dû à quoi? C'était dû au fait qu'il y avait des fibres optiques, 4 jeux de fibres optiques qui partaient du télescope, qui allaient jusque dans la pièce. Et effectivement, les fibres optiques, pendant longtemps, n'avaient pas on va dire de couverture thermique. C'est-à-dire elles étaient apparentes, entre guillemets. Et bon, évidemment, elles arrivaient à un endroit, un terminal, donc dans la pièce où se trouve le spectro. Eh bien, les simples fluctuations de température qui étaient dues aux fluctuations de température à l'intérieur du télescope ne permettaient pas d'atteindre le niveau de précision exigé pour détecter la planète. Et du coup, ce qu'ils ont dû faire, on le voit encore aujourd'hui, et si vous allez d'ailleurs à Saint-Michel Observatoire, il y a le planétarium qui est sur l'autre colline, et vous pouvez visiter l'intérieur de ce télescope. Je vous encourage à y aller, c'est très impressionnant. Et ben, ils ont rajouté en fait une mousse, je ne sais pas exactement le détail, pour isoler les câbles de la fibre optique, et ils ont pu gagner comme ça et réussir à atteindre la précision exigée. Vraiment, tout compte, quoi. Et tout est un défi, quoi. Quand on parle de détecter des dimensions qui sont inférieures à la taille du proton, ça dépasse mon imagination, ça, franchement. Oui, ouais. Pour les ondes gravitationnelles, j'ai vu plusieurs thèses qui traitaient du problème de l'amortissement. Je me souviens qu'ils détectaient les camions sur l'autoroute qui se trouvait à, je sais pas quoi, à 1 km ou je ne sais plus combien, qui faisait le tour du rond-point. Enfin, c'était les vibrations dues à ça. C'est dément. Et en même temps, c'est extraordinaire d'arriver à le faire. Je vais profiter, je continue. En ce moment, il y a un très gros caillou qui traverse le système solaire. Vous avez dû en entendre parler. Il est suivi et c'est certainement le résultat d'une éjection de notre système solaire, comme vous l'aviez dit. Et si aujourd'hui on le voit, c'est peut-être parce que justement on a la technologie pour permettre de le voir. Il y en a peut-être eu beaucoup avant, mais c'est peut-être un peu inquiétant. Un jour, ce sera un peu plus gros. Ce sera une autre trajectoire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors le suivi des petits objets. Alors je sais qu'à la NASA, ils ont même en fait un service complet. Alors actuellement, je ne sais pas avec toutes les. Bon bref, mais il y a un service complet. Mais ça, je pense que ça a dû être maintenu. Qui passe son temps en fait à traquer, à observer au sein du système solaire tous les objets en fait. Alors c'est facile, hein, on observe dans toutes les directions et
si on voit un point bouger très rapidement, en général, c'est un objet qui est dans le système solaire. Et donc, on le suit, on essaie de calculer sa taille, alors la modélisation de l'orbite, c'est quelque chose qui est très sensible aux conditions initiales, donc du coup, il faut le suivre en général pendant plusieurs semaines de manière très précise pour savoir s'il présente un danger ou pas, par exemple pour la Terre, avant de se poser la question de savoir si c'est intéressant pour la science. Mais à la NASA, il y a effectivement un service qui fait ça. Et d'ailleurs qui publie, et sur une échelle, alors je ne me souviens plus, je crois que c'est l'échelle de Turing, je ne suis pas très au fait de ces recherches, mais la dangerosité par rapport à l'orbite de la Terre, etc. Il passe pas loin de Mars en ce moment. Ouais. Il fait 5 km. Voilà. Qui est peut-être bête, mais est-ce que du coup, dans vos prédictions, enfin à tous les scientifiques, est-ce que dans ces exoplanètes, vous potentialisez qu'il y a peut-être une planète qui ressemble à celle de la Terre, avec les océans, la nature potentiellement, enfin, alors, non, mais la question est plus que légitime. La réponse est, on a des planètes qui sont de la masse de la Terre, voire même en dessous, qui sont même dans la zone ce qu'on appelle habitable. Alors, bon, la zone habitable, c'est quand même un concept qui est compliqué. On le voit avec le réchauffement climatique. Vous voyez l'effet de l'atmosphère sur la vie en surface, d'accord ? Donc, actuellement, non, on n'a pas trouvé ça. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on arrive... Donc, la recherche en exoplanètes, elle s'est un petit peu divisée, je dirais, côté observation en deux grandes catégories. La volonté de caractériser le plus finement un certain nombre d'objets intéressants. Qu'est-ce que j'appelle objets intéressants? Souvent, c'est des objets relativement proches pour lesquels on sait qu'il y a une atmosphère et on sait qu'on a envie de passer de plus en plus de temps à les observer avec, par exemple, le James Webb télescope, donc avec des télescopes de plus en plus gros, avec des capteurs de plus en plus performants dans l'infrarouge, par exemple, pour essayer de connaître de plus en plus finement la composition de ces planètes. L'autre aspect, c'est l'aspect statistique, c'est-à-dire je ne regarde pas aussi finement, mais je compare avec les prédictions de la théorie pour comprendre quelle est la probabilité de former ce type de système, est-ce qu'il y a des environnements favorables ou non à la formation de planètes, etc. Votre question se rapproche plutôt de ce qui est fait quand on essaie d'analyser finement, très finement, un certain nombre de planètes. Et actuellement, en fait, je dirais que dans cette quête, où est-ce qu'on en est? On en est peut-être à essayer de détecter des composés soufrés, peut-être liés à des activités volcaniques. Je dirais que ça, c'est vraiment le cœur de ce qui intéresse les gens actuellement. Pas vraiment, à ma connaissance, de vie biologique, etc. Là, non, les gens sont peut-être plus pragmatiques et terre à terre, mais ce serait déjà en fait une avancée extraordinaire, parce que ça veut dire de la chaleur. Voilà. Merci. Oui, ma question porte sur la coopération internationale. On voit bien que c'est absolument nécessaire. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une compétition entre les équipes? Est-ce qu'il n'y a pas une compétition vous parliez de prix Nobel. Est-ce qu'il n'y a pas une tentation de conserver ces données d'observation? Est-ce qu'elles sont partagées de façon vraiment transparente? Alors là donc... il y a une vraie collaboration internationale. De toute façon, là, vraiment, alors, dans le domaine des microlentilles gravitationnelles, on n'aurait pas détecté de microlentilles s'il n'y avait pas eu ça. Donc, les collaborations, elles sont omniprésentes. Sur une mission spatiale, ça coûte tellement cher, mais surtout, ça demande tellement de compétences différentes pour arriver à fabriquer le satellite et à faire de la science avec ce satellite que c'est quasiment, ce serait impensable quasiment maintenant
et puis c'est l'essence de la recherche de toute façon. On publie dans les revues internationales, etc. Donc de ce point de vue-là, oui, elle est concrète, je dirais, la collaboration internationale. Maintenant, est-ce qu'il y a de la compétition? Oui, bien sûr. Concernant, et ça dépend des domaines, ça dépend des sous-domaines, et ça dépend de ce que les gens font. En général, lorsque des gens peuvent faire la même chose parce qu'il y a des données, par exemple, qui sont disponibles, oui, il peut y avoir un petit peu de compétition. Et en fait, je dirais même que, en tout cas la culture américaine, ils cherchent même ça en mettant public, en rendant public un certain nombre de données. C'est une manière de dire, ah, vous avez demandé ces données ou ces observations avec le satellite Hubble, on va les mettre publiques parce que dans tant de temps, ça vous poussera à publier, à les utiliser dans un temps limité, et puis après, il y a le risque que quelqu'un d'autre en fait, fasse de la science, la même que vous vouliez faire avec ces données. Il faut dire quand même qu'actuellement, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de volonté de rendre disponibles les données le plus vite possible. Alors, moi, je l'interprète comme le fait que... Alors, ça dépend un petit peu comment on voit les choses. Il y a le côté service à la communauté. On ne fait pas les choses que pour nous. La recherche est internationale. Et surtout, la communauté au sens astrophysique. C'est-à-dire que vous voulez les données pour étudier, je ne sais pas moi, les planètes en transit, mais il y a des gens en fait qui travaillent sur l'évolution de certaines propriétés des étoiles de leur naissance jusqu'à leur mort, qui pourraient utiliser exactement les mêmes données et qui pourraient avancer et faire des découvertes avec. Donc, quelque part, le fait de produire ces relevés, donc ces observations, ces grands relevés en direction de certaines zones du ciel, c'est vu comme presque un patrimoine, quelque chose qu'on donne à la communauté scientifique et quelque part aussi à l'humanité, en se disant, ben voilà, c'est là, on essaie de décrire correctement ce qu'on a fait, ce qu'il y a à l'intérieur des images, des données, etc., pour que, là actuellement, on sait pourquoi on les a prises, ces données, c'est pour faire un certain nombre de sciences avec, mais peut-être que plus tard, d'autres personnes auront d'autres idées et pourront les réutiliser, ils pourront retrouver ces données. Ce qui est une question en fait qui est assez importante parce qu'avant, il y avait des plaques photographiques, donc on pouvait les retrouver, je ne sais pas, c'était des objets, quoi. Mais quand il s'agit de données numériques, en fait, s'il n'y a pas une volonté d'archiver ces données, de les valoriser en les rendant publiques, elles peuvent se perdre et puis on ne les réutilisera jamais. Donc là, on est plutôt dans une période où, au contraire, on cherche à rendre disponible à la communauté. Et puis après, les gens collaborent, il y a des grands groupes pour avancer ensemble, parce que chacun apporte sa compétence. Mais ça ne veut pas dire que deux groupes ne se font pas un petit peu concurrence. Ça arrive. Vous avez décrit deux directions différentes dans les recherches sur les exoplanètes. Qu'est-ce qu'on attend des nouveaux outils? Vous en avez décrit certains, il y en a qui sont aussi à l'entrée dans le couloir sur les affiches. Qu'est-ce qu'on attend comme transformation importante de la recherche grâce à ces outils dans les années à venir, en fait? Alors, donc en exoplanète, le satellite James Webb apporte beaucoup sur la détection d'atmosphères et de la composition de ces atmosphères. Donc il a été lancé, mais c'est encore le début en fait. Il y a des difficultés aussi à analyser ces données, etc. Par exemple, on peut citer un système très connu, le système TRAPPIST, alors certes qui est très compact, mais l'étoile est beaucoup plus petite que le Soleil, donc du coup il y a une planète qui pourrait être habitable, en particulier une. Alors donc du coup là typiquement, toutes les études qui ont lieu sur TRAPPIST, a priori sont des études à fort impact. Alors là, actuellement, il semblerait que, visiblement, il n'y a pas forcément d'atmosphère. Alors, à voir, mais
ne va pas dans le sens de il y a une atmosphère sur la planète qui serait habitable. Donc c'est un petit peu décevant, mais c'est vraiment par contre le type là de recherche, comme j'ai cité par exemple les composés liés au soufre, en fait c'est des composés, ça là vraiment il y a une attente côté exobiologie sur les compositions des atmosphères. Donc ça c'est pour l'analyse des atmosphères. Du point de vue statistique, on va dire, en particulier avec le Nancy Grace Roman Telescope, donc qui va observer de l'année prochaine jusqu'à 2030 à peu près. Pour vraiment avoir des résultats définitifs, il faudra attendre 2030, on aura des résultats préliminaires avant. Il a été conçu pour vraiment explorer ce domaine de l'espace des paramètres. Là, donc, ces planètes, si je vous montre... Si je vous montre ce diagramme, donc vraiment explorer tout ce domaine-là et plus loin, donc toutes les planètes qui sont de la masse en dessous de la masse de Mars, en fait, hein, entre 0,5 unités astronomiques, la moitié de la distance Terre-Soleil, jusqu'à 10, 20, 50 unités astronomiques. Donc, c'est vraiment pour compléter notre panorama, notre vision des exoplanètes. Donc ça permettra d'améliorer les modèles de formation planétaire. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais après 95, la découverte de 95, on a introduit un certain nombre de processus, dont la migration des planètes. Et si je vous montrais des résultats plus récents en fait, de statistiques uniquement faites avec les planètes trouvées par microlentilles, vous verriez qu'il y a un désaccord entre les prédictions actuelles de l'abondance des planètes et ce qu'on trouve. Pourquoi ? Ce n'est pas si surprenant que ça. On a modifié les modèles pour qu'ils décrivent ce qu'on observait, et puis là on observe autre chose, on observe d'autres planètes qui sont plutôt plus éloignés de leur étoile, qui ont une autre histoire, en fait, dans leur système. Et subitement, on se rend compte que les modifications qu'on avait faites, finalement, ne sont pas capables d'expliquer, en fait, ce qu'on observe pour ces planètes qui sont plus éloignées. Donc, il faut repenser les choses. En particulier, il y a plein de choses qu'on peut citer, les propriétés fines du disque au cours de la formation des planètes. On peut citer le fait que les modèles font des hypothèses peut-être un peu réductrice sur les propriétés stellaires. Donc là, les gens qui font des modèles théoriques, vraiment, ils vont essayer de mieux décrire ce qui se passe, par exemple, pour une étoile de la masse du Soleil, puis une étoile de la moitié de la masse du Soleil, et puis une étoile qui fait 10% de la masse du Soleil. En fait, ce n'est pas simplement juste une loi d'échelle à ajuster. Non, en fait, il y a des processus différents qui prédominent. Donc ça, je pense que ça va apporter beaucoup. Donc là, c'est dans les 5 prochaines années. Et moi, ce que j'attends le plus pour terminer, ce sont les résultats qui n'étaient pas au centre du développement de cette mission, mais c'est les résultats statistiques liés aux astres errants, aux planètes qui ont été éjectées, où là, il y a des vrais désaccords importants entre modèles théoriques. Donc si là, l'observation va trancher. Ça va être radical. Donc là, d'ici 5 ans. Et voilà. Bon, OK, il faut que j'arrête. Merci à vous.